C'est le titre de l'article du JDD ce week-end. Avant d'en parler avec nos prochains invités qui sont tous des parlementaires, on va voir comment s'est déroulée cette rencontre. C'est avec Marion Vigreux et Marie Brémaud qui l'ont suivi pour Public Sénat. Ils sont arrivés à pied à l'hôtel de Matignon. Députés et sénateurs de la majorité viennent faire connaissance avec le nouveau Premier ministre. Comme Édouard Philippe en son temps, Jean Castex arrive en quasi inconnu. Rencontrer le Premier ministre et puis le plus possible avoir le gouvernement avant de le rencontrer, mais je pense que tout ça va se chevaucher un peu. Effectivement, alors que les parlementaires défilent, les noms des nouveaux ministres tombent. Mais pour le chef du gouvernement, le remaniement n'est pas à l'ordre du jour. Non, il n'a pas parlé de nouveau gouvernement, sauf à dire que bon, c'était un gouvernement qui allait travailler énormément avec ses qualités et puis avec sa volonté de réussir comme il a terminé pour la France. Jean Castex est un homme pressé. Sitôt son équipe officialisée, il réunit la Macronie. Objectif, poser les bases d'une relation étroite et de confiance avec les parlementaires. Il y a eu pas mal d'applaudissements, hein. Il a l'art et la manière, il a su séduire son électorat, mais bien évidemment, c'était des gens rompus à sa cause. Jean Castex doit incarner le nouveau chemin voulu par le président de la République après la crise du coronavirus. Et au pupitre ce soir, c'est un homme déterminé qui a pris la parole. C'est une main de fer dans un gant de velours, mais la main de fer, c'est l'impression première que j'ai eue. Ça, incontestablement, c'est un homme qui sait où il veut aller et qui veut vraiment que ça marche droit. Donc moi, je suis au groupe RDSE. Vous savez, le groupe RDSE, c'est un groupe qui a une liberté de vote. Donc peut-être qu'il y aura quelques, je sais pas, voilà. Donc on sent que c'est quand même quelqu'un qui, autoritaire. Pendant une heure, le Premier ministre a détaillé les grandes lignes de sa politique et parmi ses priorités, la décentralisation. Il a beaucoup parlé des territoires aussi, de sa volonté d'œuvrer avec l'ensemble des territoires de notre pays dans un respect, un échange et une construction ensemble des solutions. Et Jean Castex dit vouloir associer la majorité à sa politique, être dans la pédagogie et dans l'écoute. Le ton est donc donné, le tempo aussi. Le chef de l'exécutif est déjà à la tâche et le premier conseil des ministres est prévu demain à 15 h. Et avec nous pour la deuxième partie d'ALPL, Valérie Gomez-Bassac, bienvenue. Vous êtes députée La République En Marche du Var, je vais y arriver, porte-parole de votre parti à l'Assemblée nationale. Vous étiez à Matignon, vous aussi ce soir, et vous nous direz si le contact passe bien entre le nouveau Premier ministre et cette majorité. Philippe Dallier est également avec nous, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR de Seine-Saint-Denis, premier vice-président LR du Sénat. Rachid Temal est également avec nous, sénateur socialiste du Val d'Oise, bonsoir. Vous êtes aussi porte-parole du Parti socialiste et membre du bureau national du PS. Et enfin, Karima Delli est également avec nous, mais à distance. Bonsoir, vous êtes eurodéputée écologiste et présidente de la commission transport du Parlement européen. Merci à tous les quatre d'être ici. Je vous demanderai évidemment dans un deuxième temps ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement. Mais on va d'abord essayer de revenir sur cette rencontre de Jean Castex avec les parlementaires. Valérie Gomez-Bassac, puisque vous y étiez, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis? Comment s'est-il adressé à vous? Quels mots a-t-il choisi? Est-ce que selon vous, il va être un bon chef de la majorité? Écoutez, oui, j'en suis persuadée, et puis je l'espère dans l'intérêt de tous. C'était un moment plutôt chaleureux, mais qui a permis aussi de retracer les priorités, c'est-à-dire oui, un nouveau chemin, mais il n'y a pas de rupture avec ce qui a été fait par Édouard Philippe. Donc il a salué le travail qui a été fait par l'ancien Premier ministre. Donc ça, on y a été tous sensibles parce que nous l'apprécions beaucoup. Et il a montré l'intérêt maintenant d'œuvrer tous ensemble, de rester bien solide. Moi, je l'ai pas senti, j'ai entendu quand vous disiez ça. Moi, j'ai pas senti de l'autorité. J'ai senti au contraire de la reconnaissance vis-à-vis des parlementaires, la nécessité de travailler ensemble, de travailler aussi avec les corps intermédiaires, de travailler proche des élus. Donc, j'ai senti tout ça. Pas de l'autorité, mais un homme déterminé, oui. Mais je crois que c'est ce qu'on attend d'un Premier ministre. Ce Premier ministre issu de la droite, du gaullisme social, comme il le dit lui-même. Qu'en pensez-vous, Philippe Dallier? C'est pas évident de convaincre des parlementaires qui ne sont pas forcément issus de son bord. Je n'en pense absolument rien et je vais vous dire, je jugerai sur pièce. Voilà, c'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il demande, il l'a dit lui-même dans le JDD. Voilà, on va attendre de voir quelle est la politique qu'il nous propose, parce que pour l'instant on est un peu dans le flou. Le discours de politique générale, c'est pour le 15 ou 16 mai, si j'ai bien compris, juillet, après que le président de la République se soit lui-même exprimé le 14 juillet. Donc nous verrons bien quelle ligne politique conduira ce gouvernement. Rachid Temal, vous non plus, vous aussi vous attendez de voir
voir sur pièce? Vous n'avez pas d'éléments déjà qui vous permettent de définir un style, une méthode qui pourrait vous donner quelques indications sur la suite? Moi, ce que je retiens, c'est surtout l'interview du président de la République dans la PQR le jour du départ d'Édouard Philippe. Il a dit que finalement, il avait le bon cap depuis 2017. Donc je crois que c'est juste, ça va continuer. Il a parlé du sujet des retraites. Et moi, je voudrais penser ce soir à toutes celles et tous ceux qui se disaient de gauche, qui ont voté au premier tour pour Emmanuel Macron, pour terminer 3 ans après avec un gouvernement sarkozyste. C'est un peu ça quand même, ce qui est aujourd'hui quand on regarde le Premier ministre, un certain nombre de ministres majeurs. Voilà, donc après, on va attendre, mais je suis pas. À partir du moment où ils vont garder la même ligne. Je ne crois pas que je serais d'accord avec cette ligne-là et je ne crois pas qu'elle corresponde à ce qu'attend le pays aujourd'hui. Alors, s'il y a une qualité qui est reconnue à Jean Castex de la part de tous les responsables politiques issus de tous les bords, c'est plutôt l'écoute, le dialogue. Est-ce que ça vous rassure, Karima Delli? Ça me rassure, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui fait un bilan. Je sais pas, quand on arrive, alors quelqu'un a dit qu'il ressemblait extrêmement, étrangement au précédent, mais ça va être les mêmes orientations et les mêmes conséquences désastreuses. C'est-à-dire les plus faibles, je pense, vont continuer à trinquer et le climat, la lutte contre le climat, qui est notre priorité, les écologistes, va être placée dans le dernier wagon du train de réforme. Et moi, je crains que justement, il a dit une chose incroyable, il a dit, dans le JDD justement, il a dit que ce gouvernement est présenté comme le gouvernement de mission. Et moi, je crois que la mission de M. Castex n'est rien de plus que de faire réélire M. Macron en 2022. Et je crois que ça, ce n'est pas possible lorsqu'on gouverne la France. Valérie Gomez-Bassac. Juste une réaction. Alors, vous êtes étonné parce que vous n'avez pas la ligne de conduite que va suivre le Premier ministre, mais on l'a. On est sous la Ve République. Donc c'est le président de la République qui établit la ligne et à lui de la mettre en œuvre avec son gouvernement. Donc maintenant, il faut mettre en œuvre. Les priorités, elles ont été annoncées dans la PQR, mais également ailleurs par le président de la République. C'est une priorité sur l'écologie, une priorité sur le travail et puis voir aussi les conséquences de la crise sanitaire que nous avons traversée. Alors vous dites c'est un gouvernement de droite. Je crois qu'il faut vraiment arrêter ça. C'est pas une question de gouvernement de droite, gouvernement de gauche. C'est un gouvernement avec des missions et avec tant des missions sociales que des missions autres. Donc voilà, je crois que c'est ça la priorité et c'est ce qu'attendent les Français. Alors voyons en détail qui compose ce nouveau gouvernement qu'on a tant attendu tout au long de cette journée. Voici les plus marquants. Roselyne Bachelot à la culture, Gérald Darmanin à l'intérieur, Barbara Pompili à la transition écologique, Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Je vais évidemment vous demander ce que vous en pensez dans un instant. D'abord, un très court portrait d'Éric Dupond-Moretti, nouveau garde des Sceaux. Il est signé Samia Dechir. C'est l'une des plus grandes surprises de ce remaniement. À 59 ans, Éric Dupond-Moretti devient ministre de la Justice. Célèbre avocat, ce ténor du barreau de Paris, originaire du Nord, a d'abord fait ses armes à Lille. Révélé en 2004 par l'affaire Outreau, il enchaîne les dossiers très médiatiques. Parmi ses clients, Abdelkader Merah, frère du terroriste Mohamed Merah, Jérôme Cahuzac ou plus récemment les époux Balkany. Des personnages controversés qu'il parvient souvent à faire acquitter, ce qui lui vaut dans la profession le surnom d'acquittator. Connu pour son franc-parler, sa personnalité tranche avec le profil plus policé de sa prédécesseur Nicole Belloubet. Et le principal syndicat de la magistrature parle de déclaration de guerre faite aux magistrats en nommant Éric Dupond-Moretti. Philippe Dallier, est-ce que vous avez un avis ? Non, je ne me prononcerai pas en ces termes-là sur le nouveau ministre. Ce qui est certain, c'est que le président de la République prend un risque, eu égard à la personnalité du nouveau garde des Sceaux. Il est capable effectivement de petites phrases assassines, il est capable de s'emporter, il dit crûment ce qu'il pense. Bon, c'est peut-être très bien quand on est un grand avocat pénaliste, quand on est garde des Sceaux dans le climat actuel et on sait qu'il y a du travail à faire au ministère, je pense que le président de la République a pris un risque. Maintenant, on verra. Je ne vais pas préjuger de la politique qu'il pourra conduire et surtout de la manière dont il va la conduire. Pour le reste, ce remaniement, écoutez, on nous annonçait des nominations qui allaient peut-être un peu renverser la table. Je dois dire que de ce point de vue-là, on est quand même assez resté sur notre faim. Voilà, il y a effectivement, à part Roselyne Bachelot, mais alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne peut pas incarner le nouveau monde, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. Et Dupond-Moretti, pour le reste, franchement, c'est quand même assez décevant. Et c'est à se demander d'ailleurs si ce remaniement, il n'est pas plus intéressant en regardant la liste des ministres qui partent, et d'ailleurs en commençant par le premier d'entre eux,
Parce qu'on peut se demander si effectivement Édouard Philippe ne finissait pas par poser un problème au président de la République, notamment sa cote de popularité. Puis il y avait un certain nombre de ministres comme Christophe Castaner et d'autres qu'il fallait absolument exfiltrer. Donc ça c'est fait, mais quand on regarde ceux qui entrent, ils n'incarnent pas tous ensemble une politique. Il n'y a pas de marqueur fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on a des personnalités qui ne renversent pas la table, loin de là. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus, Rachid Temal, dans les choix des surprises dont on parle de ce soir, hein? Roselyne Bachelot, effectivement, Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti ou Barbara Pompili. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ces choix? D'abord, globalement, encore une fois, je suis désolé pour Madame la porte-parole, mais je le redis, les principaux postes, notamment économiques, intérieurs, sont des hommes et des femmes de droite, comme le Premier ministre. C'est un élément, et donc il y a une politique de droite qui est menée. Sur, comme vous le disiez, pardon, il n'y a pas de grande surprise. Très honnêtement, on nous annonçait une nouvelle méthode, des pôles, on allait voir ce qu'on allait voir. Bon, la vérité, c'est que moi qui aime le foot, je prends une expression footballistique, il n'y a pas de profondeur de banc. En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas grand monde prêt à monter sur le radeau de la Méduse. Donc, on change les uns les autres, etc. Bon. Après, Barbara Pompili, ce n'est pas une surprise. Elle était dans la République En Marche. Elle continue son chemin, très bien. Éric Dupond-Moretti à la justice. Vous allez être confronté à lui dans l'hémicycle. Il viendra lors des questions au gouvernement. C'est un personnage. Hein, c'est un personnage. Moi, j'espère que le Dupond-Moretti, que j'ai entendu notamment sur les luttes contre le racisme et contre les discriminations, sera à la hauteur du ministre. Parce que ça, on va voir. Parce qu'il a fait de grandes déclarations sur beaucoup de sujets. Sur la réforme des retraites, sur un tas de sujets. Sur la réforme des retraites également, par rapport aux avocats. J'espère que les deux, enfin en tout cas, que l'avocat n'aura pas honte du ministre. Karima Delli, votre avis général sur ce gouvernement et bien sûr, puisque vous êtes écologiste, sur Barbara Pompili, qui prend donc ce ministère de la transition écologique. Mais moi, je crois qu'on est entre des annonces un peu en trompe-l'œil, parce que vous l'avez dit, certains... il y a quand même la montée en puissance de 3 ministres sarkozystes. Donc le gouvernement qui prétendait est de droite et de gauche, aujourd'hui est de droite et de droite. Ça, c'est la première chose. Après, moi, je crois qu'il ne faut pas s'attarder sur le casting. Je crois que les Français, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais ils s'en fichent. Hein. Les ministres sortants, ils ne les connaissaient même pas. Eux, ils aimeraient juste savoir, mais vraiment, quelle orientation, où allons-nous? Et pour l'instant, on ne sait pas. Donc on verra avec justement les discours de politique générale. Mais en matière, quand on lit dans la presse, il n'y a rien de nouveau qui va changer. Sur Barbara Pompili, moi je tiens à le dire, moi j'ai beaucoup de respect pour Barbara. J'ai même de l'amitié pour Barbara. Mais je crois qu'elle n'aura aucune marge de manœuvre. Là où Nicolas Hulot a échoué, Barbara Pompili ne pourra pas triompher, tout simplement parce que les décisions sur l'écologie ne se prendront pas dans le ministère de l'écologie, ça se prendra à l'Élysée. Et que depuis maintenant 3 ans, on a des grands discours sur l'écologie. Alors après, vous allez me dire, mais Madame Delli, le gouvernement a fermé Fessenheim ou Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est des mini-pas, en fait. C'est des mini-pas. Alors que les Français, on l'a vu avec la Convention citoyenne, on l'a vu avec cette vague au municipal, les Français veulent qu'on accélère la transition écologique. Le gouvernement, il va faire du surplace et moi, en tant qu'écologiste, nous ne pouvons plus accepter ça. Nous ne pouvons plus perdre du temps, notamment pour mettre en œuvre la transition écologique. Donc la question, elle est très simple aujourd'hui. Vont-ils se réveiller pour faire des grands sauts sur la rénovation thermique, des grands sauts sur la préservation de la biodiversité, des grands sauts vers plus d'énergie renouvelable, vers plus d'agriculture biologique. Je tiens à le dire quand même que le ministère de l'écologie, par exemple, ne va pas piloter le ministère de l'agriculture, alors qu'on sait très bien qu'il y a les problèmes des pesticides. On a vu le débat avec notamment le glyphosate, etc. Donc vous voyez, aujourd'hui, je pense que sur la transition écologique, malheureusement, le temps n'est pas dans ce gouvernement.
Valérie Gomez-Bassac et ensuite je vous laisse la parole, Rachid Temal. Moi je pourrais rebondir un peu sur tous les sujets. Tout d'abord sur l'appartenance du Premier ministre donc, à la droite, c'était avant puisque bon, maintenant il a quitté le parti et puis il est à la REM, il est à la République En Marche, donc on voit qu'il y a une volonté quand même. Je crois que oui mais peu importe. Et il a appelé Sarkozy en premier. Et alors il a le droit d'avoir des amitiés politiques et autres. Et moi ce qui m'intéresse c'est de voir qu'il il le cache pas puisqu'il a adhéré à la République En Marche. Donc pour moi ça c'est important parce que ça montre aussi la volonté de travailler avec la majorité et de toute façon la République En Marche ce sont des gens et de droite et de gauche. Je veux dire nous appartenions tous à un parti avant. On votait tous plutôt d'une couleur ou d'une autre. Donc il faut arrêter ça. C'est sûr qu'à chaque fois vous trouverez quelqu'un de droite ou de gauche. Donc, sur l'écologie, on entend beaucoup que Barbara Pompili aura finalement très peu de marge de manœuvre, que ce n'est pas elle qui décidera, que tout se décidera. Alors Karima Delli a dit à l'Élysée, certains disent aussi à Bercy. Comment imaginer qu'elle puisse faire beaucoup plus? Il est essentiel que ce ministère demeure et existe à part entière. Maintenant, il est vrai qu'il faut qu'il travaille avec les autres ministères parce que tous sont concernés par l'écologie. Et il y a une volonté du président de la République, il l'a dit, d'aller beaucoup plus loin en matière écologique. Donc elle aura, je pense, les moyens d'avancer sa politique. Mais très franchement, vous vous attendiez à un gouvernement plus vert, un verdissement plus fort? Non, parce que Barbara Pompili, elle a toujours fait que ça et elle connaît. Donc je pense qu'elle est vraiment à même de mener à bien la politique que l'on souhaite mener avec le président et avec la majorité. Quant à M. Dupond-Moretti, qui mieux que lui connaît le système judiciaire. Donc c'est une personnalité, il a un franc-parler. Et bien voilà, justement, on voulait plus de transparence, plus de ci, plus de... lui, au moins, quand il pensera, il parlera en même temps et on aura exactement son ressenti, que ce soit vis-à-vis des magistrats. Mais sera-t-il contrôlable ? Je pense que oui, parce que c'est pas une question de contrôler quelqu'un. On met pas des ministres en place pour les contrôler. On les met en place pour qu'ils mènent une politique et pour qu'ils fassent avancer les choses. Et je sais que c'est ce que souhaite le président de la République. Il met pas des gens en place pour les contrôler. Au contraire, c'est pour des idées nouvelles, pour travailler, pour qu'il y ait des concertations qui soient faites. Donc moi, je suis ancienne avocate. Je suis contente quand même d'avoir quelqu'un qui est connu et reconnu dans la profession. Aimé ou pas, certes, mais en tout cas, il est connu et reconnu. Et il est clivant, ça c'est vrai. Il est clivant, mais encore une fois, je suis persuadée qu'il fera avancer les choses. Il a défendu des causes certes très, très médiatiques, mais il a aussi défendu beaucoup de causes perdues. Il a toujours mené ses combats jusqu'au bout avec beaucoup de conviction et de cœur. S'il fait la même chose au ministère, je crois que ce sera une belle surprise. Rachid Temal. Non, il y a un élément aussi deux éléments rapidement. Le premier, c'est que moi qui suppose la suppression du Premier ministre mais avec un Parlement fort, je crois que Macron était jusqu'au bout. Je rappelle qu'Édouard Philippe est rentré la première fois sous une couverture à l'Élysée pour négocier son arrivée. Et là, on a quelqu'un qui, alors pour le coup, a le sentiment de ne même plus contrôler. Ça, c'est le premier point. Donc moi, là-dessus, pourquoi pas. L'autre élément qu'il faut regarder, c'est qu'on a un président qui est en campagne. Il a indiqué qu'il allait se représidentialiser. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qui l'a mis à l'intérieur à l'outre-mer. Quand vous mettez Darmanin d'un côté et Le Cornu de l'autre, c'est que vraiment... vous organisez bien les élections et vous êtes en campagne vraiment. Donc, un élément aussi à avoir en tête, c'est que je crois qu'on aura maintenant un candidat en campagne. Et que penser de Bruno Le Maire qui a finalement un ministère élargi? Alors c'est plus seulement le ministère de l'économie et des finances, c'est le ministère de l'économie et des finances et de la relance. On attendait aussi un virage social de ce gouvernement. Est-ce que Bruno Le Maire à la relance, ça vous semble... parle de virage écologique, on parle de relance sociale, il faut regarder dans quelle situation est le pays aujourd'hui. Et ce qui m'étonne d'ailleurs, j'ai écouté quelques chaînes radio et télé depuis 19h et je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de la situation dans laquelle est le pays et les efforts que ça va demander. Et quand j'entends notre collègue écologiste réclamer de l'écologie partout, sans nous expliquer d'ailleurs ni quoi, ni comment, ni financer, de quelle manière, ça me surprend toujours. L'écologie, c'est bien beau, mais on va voir un peu combien ce pays est capable de mettre sur la table pour, ne serait-ce qu'en matière de logement, faire fonctionner la transition écologique. On va avoir moins 11 ou moins 12% de croissance cette année. Le nombre de chômeurs qui va exploser, le déficit public qui explose, la dette publique, on en prend pour 300 milliards. On va arriver avec une dette publique de 120% du PIB. C'est ça la situation dans laquelle est ce pays. Et c'est cela que le nouveau gouvernement va avoir à affronter. Alors moi, c'est pas le casting qui m'intéresse. Vous faites confiance en Bruno Le Maire pour ça? Ça n'est pas le casting qui m'intéresse. Il est peu surprenant et il est un peu à côté de ce qu'on nous avait annoncé. Soit. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le discours de politique générale et voir comment le nouveau Premier ministre va conduire ce
pays. Et j'espère que, effectivement, la première priorité, ça ne sera pas l'élection présidentielle de 2022. Et ça ne sera pas de travailler, j'allais dire, à vannes ouvertes en se disant l'objectif c'est de se faire réélire. Non, dès maintenant, il faut que ce pays affronte la réalité en face. Alors que Bruno Le Maire reste effectivement dans ce grand ministère élargi, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que dans la situation où nous sommes, ça n'était certainement pas le moment de changer de ministre. Et rappelons-nous d'ailleurs que c'est une spécialité bien française que de multiplier les ministres sur des dossiers importants, alors qu'en face, dans les grands pays européens, on a souvent des ministres qui sont là pendant 3, 4, 5 ans, ce qui effectivement permet de dérouler une politique dans la durée. Karima Delli. Non, mais je vais répondre parce qu'on m'attaque un petit peu directement. Voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui, nous les écologistes, nous lions totalement la question climatique avec la création d'emplois? Vous parlez de la rénovation, mais depuis combien de temps on n'a pas investi dans la rénovation? Moi, les grandes phrases, etc., c'est sympathique. C'est comment est-ce qu'on la finance? C'est ça l'important. Mais sinon, il n'y a pas de résultat. Quand on est responsable, on fait des choix politiques d'investissement. Par exemple, je vais vous donner un secteur que je connais très bien. En 2009, nous avons aidé le secteur automobile. On leur a dit, promis juré, vous rentrez dans la transition écologique. C'était à coups de milliards, même de coups de milliards européens. Et vous savez quoi? Entre-temps, on a eu quoi? On a eu du Dieselgate et on n'a pas fait notre transition, tandis que les Chinois investissaient le marché électrique alors que nous étions les meilleurs. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des prospectivistes. Et donc, ce qui manque dans notre politique industrielle, et je suis d'accord avec vous, lorsqu'on lance une politique industrielle, il ne faut pas penser à court terme, il faut penser à long terme, sur des enjeux climatiques, mais sur des enjeux de territoire, parce que les usines sont sur les territoires, et des enjeux sociaux. Là, la première chose qu'il faudrait réellement faire sur cette question notamment d'investissement, c'est-à-dire arrêter d'investir dans, par exemple, les énergies fossiles. Si ça faisait des années qu'on arrêtait de mettre de l'argent dans des grands projets totalement inutiles qui ne servent strictement à rien, et là d'investir dans de l'agriculture biologique, locale, de proximité, des transports publics pour nos territoires. Si on ça sont des phrases. Vous voyez, c'est plus compliqué de gouverner. Non, mais c'est plus compliqué de gouverner parce qu'on a mis des gens et des cyniques qui ont fait des très mauvais choix. Et Rachid Temal veut prendre la parole. Et je termine par là, parce que vous faites partie des Républicains. Mais qui sont les premiers qui avaient eu quand même cette prise de conscience sur l'environnement? C'est Sarkozy avec le Grenelle de l'environnement, où on est sorti. Non mais moi j'étais dedans, donc je peux vous le dire. Il y avait des belles propositions. Et ben vous savez quoi, c'est terminé parce que Sarkozy a dit l'écologie ça commence à bien faire. Et ensuite on a eu Hollande. Et maintenant, on est en train de regarder la montre. Rachid Temal, Karima Delli, on va laisser répondre Rachid Temal. Non, mais je termine. Rapidement. On a eu peut-être la COP 21, mais on n'est quand même pas du tout dans la trajectoire des accords de Paris. Donc vous pouvez me dire tout ce qu'on veut sur les investissements. Quand vous me dites où est l'argent, etc. L'argent, aujourd'hui, doit être investi là où c'est nécessaire. Et vous avez Rachid Temal. Allez, il nous reste peu de temps. Rachid Temal. D'accord, si Karima Delli me laisse pas dire un mot. D'abord, je crois qu'elle oublie souvent, mais comme d'autres, qu'il y a eu la COP 21 sous François Hollande. C'est deux fois rien, mais c'est intéressant de le rappeler. Je n'ai pas dit ça. Mais vous l'avez oublié. Juste pour la suite, moi je pense que dans les priorités aujourd'hui, très honnêtement, quand on a une économie qui a détruit 500 000 emplois, on a 700 000 jeunes qui vont entrer dans le marché du travail, etc. La question sociale et la relance par l'emploi, etc. est un vrai sujet. Il y a des éléments budgétaires, bien sûr, mais ça, c'est une vraie question. Parce que concrètement, moi qui viens, par exemple, du Val d'Oise, dans une grande partie du territoire, il y a une paupérisation extrême. Donc moi, je ne suis pas là pour faire des coups de baguette magique. Je dis qu'à un moment donné, là, il y a une vraie question. Vous avez vu un ministère de l'insertion qui a été créé, pour revenir à cette actualité de ce soir, un ministère de l'insertion sous la houlette de Mme Klinkert. Oui. Très bien. C'est, je croyais qu'il voulait retirer le RSA à certaines personnes. C'est très sympa. Aussi avec oui, mais là, on parle. Moi, je ne vous parle pas d'intitulé. Je parle de politique structurelle. Moi, je parle de politique sociale. C'est bon, vous nous dites on est de droite, on est de droite. Ben oui, mais c'est pas. Mais voilà, je cite donc, aussi les actions sociales. Juste terminer la phrase, puis après, je vous laisserai la parole. Donc, moi, je pense que ça, par contre, c'est une vraie question. Et donc, moi, j'entendrai beaucoup du discours de politique générale sur les questions sociales, sur la question de l'emploi, sur la question de la politique de la ville. Je pense que ces éléments important et structurant dans notre pays. Et plus, j'allais en dire, plus qu'avant la crise. Donc ça, je serais très vigilant là-dessus. Je vous laisse répondre, Valérie Gomez. Alors moi, je serai également vigilante en tant que parlementaire, mais je suis surtout
optimiste malgré les chiffres. C'est vrai que nous avons traversé une crise sanitaire sans précédent qui nous a conduit à ces chiffres-là. Je rappelle quand même que juste avant la crise sanitaire, les chiffres du chômage, les chiffres de la croissance, tout allait dans le bon sens. C'était pas parfait, je vous l'accorde. Il fallait encore continuer dans cette lancée. Bon, on a été interrompu par la crise sanitaire. Je pense que vraiment Bruno Le Maire et les autres ministres ont vraiment fait le travail qu'il fallait pour essayer de tenir l'économie pour qu'elle puisse se maintenir pour une reprise un peu plus facile. Donc voilà, nous allons continuer en ce sens. Mais bien sûr qu'il y a des chantiers très importants qui vont commencer, une crise économique et sociale sans précédent qui va arriver, c'est certain. Donc il faut qu'on arrive à ce qu'elle soit la moins grave possible et surtout que nous arrivions à trouver des solutions. Et pour la jeunesse également, c'est vrai qu'il faut redonner espoir à cette jeunesse et il faut arriver à continuer sur l'apprentissage, sur l'emploi, sur l'emploi des jeunes. Il faut continuer en ce sens. Mais encore une fois, ne barrons pas tout ce qui a été fait auparavant. On est dans une continuité en tenant compte de cette crise sanitaire qui a eu lieu. Il nous reste moins de 2 minutes. Je voudrais votre avis sur tout de même ces gestes forts. On en a parlé dans la première partie de cette édition spéciale. Je voudrais qu'on y revienne. Est-ce que Jean Castex pourrait être l'homme de la réconciliation entre l'Élysée et le Sénat? Pourquoi je vous pose cette question? On l'a vu en première partie, ses premières visites ont été pour Gérard Larcher, pour Richard Ferrand et pour le président du CESE, Philippe Dallier. J'ajoute les mots qu'il a employés ce week-end. Je suis un homme des territoires. C'est ce qu'il a lancé à son arrivée sur le site du groupe XFAB à Corbeil-Essonnes, à l'attention des élus départementaux venus l'accueillir. Vous êtes la Chambre des territoires au Sénat. Est-ce que vous y voyez un geste d'apaisement ou en tout cas un lien plus fort entre le Premier ministre et vous? En tous les cas, par rapport à la première année du quinquennat, où tous les corps intermédiaires et les élus locaux en premier d'ailleurs ont été considérés comme passés par perte et profit. Il a fallu attendre la crise des Gilets jaunes pour qu'à l'Élysée on se dise tiens, il y a des élus locaux dans ce pays, peut-être peuvent-ils servir à quelque chose. Effectivement, on a traversé des périodes un peu compliquées. Que le nouveau Premier ministre fasse un geste en se rendant au Sénat, très bien. Mais encore une fois, moi j'attends de voir la politique qui sera conduite. En 30 secondes. En 30 secondes, dire d'un mot, je crois que la question de la diversité de la population française a été juste gommée de ce gouvernement. Je le dis, voilà, c'est en un mot, vous verrez. Je trouve que c'est quand même la diversité de la société française a un peu été balayée. Et ce sera le dernier mot de ce débat. Merci infiniment à tous les 4 d'y avoir participé. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale en direct ce soir. Je vous retrouve demain à 22h dans Bonjour chez vous de 7h30 à 9h. L'invité d'Oriane Mancini sera Laurent Saint-Martin, député La République En Marche du Val-de-Marne et rapporteur général du budget à l'Assemblée. Très très belle fin de soirée sur Public Sénat.